Et pour finir, un trio d'illustrateurs, auteurs, illustrateurs, autrices. Alors, Jérémy Fischer, Marine Rivoal et Gaëtan Dorémus. Alors, on va commencer par Jérémy Fischer, parce que c'est comme ça que le PowerPoint le présente. Alors, Jérémy, il y a quelques années, vous avez découvert à travers Animaux. Voilà, je m'en souviens très très bien. Vous nous aviez enchantés par une démonstration brillante du travail sur les calques, les transparences, etc. L'an dernier, vous n'étiez pas là, c'était Jean-Baptiste Labrune qui était présent pour les Contes du Petit Duc, où vous étiez à l'illustration. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là tout seul, voilà, sans Jean-Baptiste, mais toujours avec les éditions Magnani. Peut-être 2 mots sur cette maison d'édition avec laquelle vous entretenez une relation de complicité très importante. C'est bien la 10e année, je crois, aux éditions Magnani. Là, on doit être à 9 ans de la naissance de la maison d'édition. Et en effet, quand j'ai un projet de livre narratif, je me tourne en général tout le temps vers lui. Il accepte tous ces projets-là. Et voilà, j'ai pas de raison pour le moment de penser de travailler ailleurs. Et ça marche pas. C'est comme du client. Et par contre, quand je fais des livres à système comme Animaux ou comme d'autres, des livres avec des processus narratifs qui passent par l'objet, les pages transparentes, etc., des découpes, pourquoi pas, lui, il ne peut pas le faire, d'un point de vue technique, tout simplement, d'un point de vue financier. Donc je m'adresse aux grandes personnes ou à d'autres éditeurs qui ont plus les moyens de traiter ce genre de livres. Donc dans votre travail, j'ai envie de dire, vous suivez plusieurs chemins comme ça, effectivement, l'édition, mais beaucoup d'expérimentation, beaucoup de travail autour de la sérigraphie, le livre objet, livre animé, etc. Oui, par ailleurs avec les éditions Magnani, et d'ailleurs maintenant on s'en est un peu émancipé, mais on avait donné naissance à la revue Pan, qui sont devenues maintenant les éditions Pan. Bon, ça reste encore, on fait un livre par an, comme Magnani, je crois qu'il a fait 5 livres par an maximum, depuis qu'il existe, et des fois il en fait 3 et il compte pas en faire plus. On en a discuté là, pendant le confinement et après le confinement, je crois qu'il veut en faire encore moins. Donc il est plutôt dans cette chose-là de créer un catalogue, de le faire vivre, et ça ne l'intéresse pas plus que ça, en tout cas de grossir en tant qu'éditeur. Sachant que lui, il a un travail d'auteur, dessinateur aussi à côté, qu'il a envie de le maintenir, et que ça devient compliqué si on grossit en tant que maison d'édition, d'avoir ce travail-là. Il ne va pas contribuer à la surproduction éditoriale? A priori pas. Lui non. Ouais. Alors, je continue sur les liens, puis la continuité, la cohérence et tout ça. J'ai cru sentir un lien entre ce texte-là et les Contes du Petit Duc, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Une parenté, en tout cas, formelle, et puis d'inspiration. Complètement. En fait, je crois que j'ai commencé à réfléchir à ce projet en 2016. Donc ça date quand même. C'était un appel à projet du département du 94. Là, c'est comment il s'appelle le département du 94 ? Le Val-de-Marne, merci. C'était le Val-de-Marne pour les livres de naissance. Et donc, Magnani m'a encouragé à y répondre. Et j'ai écrit ça assez rapidement. Et au final, le projet n'a pas été sélectionné. Donc, il est resté en dormance. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, on travaillait sur les contes de Petit Duc avec Jean-Baptiste. Des contes qui traitent du jour et de la nuit, voilà, de toutes ces questions-là. Donc, c'est très clair que ça m'a beaucoup inspiré et influencé à ce moment-là. Ainsi que... Donc c'est une excroissance des Contes du Petit Duc. Un peu, mais c'est aussi à ce moment-là, j'avais découvert un tableau de Chirico, le peintre italien, qui à la fin de sa carrière a fait toute une série de tableaux autour de spectacles mystérieux, où il met en scène une lune et un soleil sur une scène de théâtre en fait. Et la lune et le soleil sont raccordés à leur ombre par un fil. Et en fait, c'est quelque chose qui a toujours été présent devant moi pendant quelques mois, quelques années. Et c'est venu par Petit Duc, par ce tableau qui, par ailleurs, de Chirico, je m'en étais déjà beaucoup inspiré dans Le Veilleur de nuit, un conte qu'on avait fait avec Jean-Baptiste Labrune, toutes ces ambiances un peu surréalistes, toujours des jeux d'ombre, toujours... En fait, c'est un livre qui traite du crépuscule, et j'ai l'impression que dans la peinture de Chirico, il y a vachement cette ambiance-là aussi. Voilà. Donc... Alors sur le plan de la technique, c'est du papier découpé, comment vous allez travailler? Pour ce livre-là, c'est vrai que j'avais déjà fait un recueil de collages
de collage de paysages réalisés dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque et Forcalquier. Mais je m'en étais pas encore servi dans un livre narratif. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je travaillais mes livres narratifs avec Jean-Baptiste, j'avais une maîtrise un peu pensée dès le départ quant à la technique d'impression, qui était souvent du Pantone, donc des couches qui se superposent comme en sérigraphie. Et donc ce processus, en tout cas d'impression, il induisait tout le protocole de travail. Et il y avait un peu moins de réalisation d'images instinctive en quelque sorte, et pour ce projet-là, je l'ai laissé 3-4 ans sans le toucher, et il y a un moment où je me suis dit c'était le bon moment, je me suis créé tout un panel de feuilles peintes de couleurs, et puis en quelques mois j'ai pioché dedans et j'ai réalisé les images d'une traite. Donc c'était une autre façon de travailler qui était très, très agréable finalement, beaucoup plus libre d'une certaine manière. Donc les images sont venues avant le texte? Eh ben, il y a eu une première image, et au moment de la création, justement, j'avais déjà fait quelques images en papier découpé, mais en imaginant le transformer en Pantone, comme je peux le faire par ailleurs dans d'autres projets, comme si c'était un travail de base avant de réfléchir plutôt au mode d'impression du livre. Et donc non, là, finalement, la petite narration, elle est venue à ce moment-là. Hein. Au tout début, elle a été un peu transformée, etc. Je voulais rester sur ce jeu de recherche le temps d'une soirée, sur un crépuscule, entre le soleil qui va se coucher et qui est perturbé, puisqu'il ne peut pas aller se coucher, la lune est absente. Et voilà, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. C'est une histoire toute simple, hein. C'est effectivement la fin du jour, le soleil ne veut pas se coucher parce qu'il se demande où est la lune, donc il va se renseigner auprès des... J'aime beaucoup cette image-là, il se penche un peu pour écouter ce que lui racontent les étoiles. Et donc voilà, on peut passer à d'autres images. En fait, ça alors d'un point de vue vraiment formel, il y a ce soleil qui arrive, qui n'a pas d'ombre au départ. Et donc l'ombre apparaît au moment où il commence à s'impatienter et à rester là et à attendre. Et c'est assez illogique finalement de la part d'un soleil d'avoir une ombre, mais voilà, ça vient aussi de cette peinture de Chirico totalement surréaliste, et ça me plaisait beaucoup. Ça leur donne une présence en tant que personnage, autant au soleil, à la lune et aux étoiles. Et aussi, j'aimais cette idée d'utiliser ces astres de façon symbolique, leur forme symbolique, parce que pareil, hein, les étoiles n'ont pas forcément de branches, c'est des soleils aussi d'une certaine manière, mais c'est la représentation qu'on en fait aussi quand on est gamin, et de jouer avec ça, et ces rayons de soleil deviennent les bras et les jambes, et de la même façon pour les étoiles. Et la lune, c'est un croissant, ça reste croissant de lune aussi, très, très présent d'un point de vue visuel, très marquant. Donc voilà, c'est de cette façon-là que j'ai construit l'histoire, et finalement il n'y a pas les personnages sont des éléments naturels. Il y a les fleurs qui interagissent, il y a les arbres, il y a les collines, les montagnes, enfin voilà, c'est tout finalement, c'est les astres, c'est les éléments qui composent les personnages du livre. Là, moi ça me fait penser à Miro là. Bon, ça fait partie d'une influence forte. Donc, ouais, c'est ça. Oui, je suppose que Miro Kandinsky ou d'autres. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Donc, ça s'appelait Danse des astres au début, hein, quand vous l'avez. Ça s'appelait la Danse des astres. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachant que c'est plus logique parce que la Lune est un astre, mais n'est pas une étoile. Ouais. Et on a quand même transformé ça en Danse des étoiles. Ça faisait les astres, c'est un mot aussi peut-être un peu plus étrange. Je sais pas, étoile, ça nous plaisait plus comme mot. Trop savant, pour le titre. astre, en fait, c'est trop savant. Peut-être, étoile, ça parle à tout le monde. C'est peut-être tout simplement pour ça qu'on avait changé. Oui, le son, la sonorité, ça nous plaisait plus. Je signale, parce que c'est dans Orcade que j'ai découvert que vous aviez eu ce projet en 2016. Il y a une très belle double page sur votre travail dans la revue Orcade que je ne saurais recommander à tout le monde. C'est une très belle revue. N'est-ce pas, Gaëtan ? Bon. J'ai pas d'action. T'as pas d'action chez Orcade. Ok, merci. C'est le numéro qui était consacré à l'art dans l'album, me semble-t-il. Art et album. Art et album, voilà, c'est ça. On va passer à Marine Rivoal. Alors Marine Rivoal, donc un texte de Jean-Baptiste Labrune, Un nom de bête féroce. Alors, peut-être comment toute l'action rituelle, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Comment vous avez travaillé le texte et l'image? Comment vous avez cheminé ensemble ou pas du tout? J'en sais rien. Alors en vrai, pas du tout. J'ai fait un enfant dans le dos à Jean-Baptiste. Je suis partie en résidence à
à Tours. J'ai été invitée par des libraires sorcières, c'est la librairie Libre Enfant. Et c'était pour une résidence de création. Donc dans mes valises, j'avais un projet d'album en cours depuis des années qui s'appelle Magma et qui à l'époque... Enfin, ça collait pas avec Tours. Tours, c'est trop plat et trop humide et trop froid. Et là, c'était un volcan. Donc, bon, bref, il fallait choisir une autre résidence. Voilà. Non, je me disais qu'il allait sortir, mais en fait, au bout d'un mois de résidence, il sortait toujours pas. Donc, pour me décoincer, je me suis dit, je vais faire du dessin libre. C'est pas possible. Je culpabilisais trop. Et j'étais logée dans une école primaire en rez-de-chaussée, dans un immense appart vide qui avait 6 fenêtres sur une cour de récréation avec détecteur automatique de lumière le soir. Enfin, je flippais totalement. Et il y avait des chats errants. La vie secrète des artistes. Ouais, en fait, ça vient de là. Le projet est sorti là. Il y avait des chats errants. J'ai commencé à dessiner des chats. Les bords de Loire, les arbres morts. C'était en hiver. Et puis, en regardant tout ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon histoire, mais que c'était un texte que j'avais en tête depuis des années, un texte de Jean-Baptiste, qui est un ami commun, et qu'en fait là j'avais trouvé le ton. C'est un texte qui me plaisait beaucoup, mais que j'avais jamais osé mettre en image. J'y arrivais pas, c'était pas mûr. Et puis j'avais jamais travaillé avec un auteur. Et là c'était le moment. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec mon ami et je lui ai dit j'ai des trucs à te montrer. On pourrait faire un album. Et Belzébuth, à l'époque, c'était mon chat Belzébuth. Là, l'album, il était presque fait, quoi, grâce à la résidence. J'enrichis ma collection des histoires d'où naissent les albums. Il y a autant d'albums que d'histoires de situations. Ouais. C'est étonnant. Hein. Alors, je comprends mieux une ambiance d'inquiétante étrangeté dans cet album, effectivement. On va avoir peut-être quelques images. Donc, le texte est très intéressant parce que c'est une histoire d'anniversaire. C'est un petit garçon. Après, il y a un saut temporel vers la fin, on saute une année, enfin bref, et un chat qui disparaît très rapidement. Alors en vrai, c'était pas un petit garçon au départ, c'est un texte qu'il a écrit pour sa fille, c'est une histoire vraie, le chat et le narrateur existent, mais le masculin l'emporte sur le féminin, donc on a changé, voilà. Mais en fait, la fille de Jean-Baptiste a perdu, enfin le chat, ils sont partis en vacances en famille et le chat à la campagne est redevenu sauvage alors que c'était un chat d'appartement, un chat de canapé obèse de région parisienne. Et en fait là il s'avérait que c'est devenu un monstre et ils ont dû l'abandonner sur place parce qu'ils ne pouvaient pas le récupérer et la petite qui avait 4 ans à l'époque a mal vécu cette période. Du coup Jean-Baptiste a écrit un texte et voilà comment c'est né. Ils ont récupéré le chat pour la petite histoire, la petite anecdote. Et ça, c'est la forêt des bords de Loire. Un peu. Ouais. Et en même temps, la résidence m'a permis de commencer le projet. Mais je l'ai fini à Lyon, donc on retrouve pas mal d'éléments. Ça, c'est un arbre moche de mon atelier lyonnais. Voilà. Mais donc la petite fille avait 4 ans au moment de l'écriture du texte, maintenant elle en a 12. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre aussi en image cette histoire parce que je connaissais le protagoniste. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de figure humaine ou presque pas. L'enfant dans le livre est en doudoune ou de dos. C'était aussi les enfants que je voyais dans la cour de récréation à Tours étaient tous en doudoune. Ils avaient tous la même forme. C'est des petits triangles boudinés. Donc... Et le chat, c'était dur aussi de trouver, parce que le chat, c'est vraiment casse-gueule. Tout le monde, c'est presque un pictogramme le chat. Donc, je ne savais pas comment dessiner un chat sans avoir une étiquette. Et finalement, c'est un chat assez mouvant. Et quand j'ai trouvé le chat, j'ai pu me lancer dans l'histoire, mais pas avant. C'est un chameau, il faudra le présenter à celui de Tullio Corda. C'est presque un esprit. Ou une patate, ça dépend. Donc là, c'est l'enfant, mais du coup, on ne voit pas. Il n'est pas sexué. Sur le plan de. Alors, c'est un album avec très peu de couleurs. Il y a quelques doubles pages avec des traces colorées, mais sinon, c'est du gris et du blanc. C'est un album, moi, je l'ai pensé en noir et blanc, jusqu'au bout. C'est Olivier Douzou qui m'a dit rappelle-toi la couleur. Hein.
Il faut en mettre un peu. Donc j'ai contourné le problème. On a l'impression que c'est un album en couleur, mais en fait il n'y a que les gardes et la couverture qui sont en couleur. Il y a 3 taches à l'intérieur colorées. Je voulais pas. En fait la couleur n'apportait rien à mon histoire. Je l'avais pas pensé comme ça et je voulais pas faire du coloriage. Donc finalement la couleur intervient juste sur 2-3 images, là où il y a de la violence. Ou alors, bon là en l'occurrence c'est pas violent, mais où il y a la mort, où il y a la violence, voilà le cadeau, l'offrande à la fin, c'est quand même une petite souris morte, mais du coup le lien entre les personnages n'est pas arrêté. À un moment l'enfant se fait griffer, du coup c'est aussi là qu'on bascule dans la couleur. Et voilà, c'était juste par touche, mais c'était pas un élément constitutif de l'histoire. C'est une histoire à la fois de fusion au départ. D'ailleurs, il y a le dessin très clairement où le bébé et le chat sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et plus tard, de séparation, de deuil. Bah oui, en fait, il y a quand même une trame de deuil, puisque l'enfant se sépare, ou le chat se sépare, on ne sait pas trop. En fait, l'enfant grandit et commence à comprendre que le chat ne fait pas partie de lui. Oui, c'est très important ce passage-là, où il dit j'ai gardé mes rêves dans ma tête et le chat commençait à regarder par la fenêtre. Voilà. Avant, ils faisaient la lecture ensemble et puis finalement, ils vont se séparer physiquement. Et ils vont prendre, la clé des champs pour l'un. Et puis, c'est un abandon, un deuil. Et puis, c'est cette notion aussi de saison, d'ellipse. Il y a une année ou 2, je ne sais plus, qui passe dans l'album. Et les personnages grandissent. Je crois qu'au début, il a 8 ans et après, c'est une année plus tard. Oui, voilà. Ouais. Et il y a l'ennui, en fait. C'était quand même un texte sur l'ennui. Moi, je l'ai perçu comme ça. C'est l'ennui, les grandes vacances chez mémé, le décor de la maison familiale. Mais tout est statique. Il n'y a pas d'humain, il y a des balançoires, il y a un jardin. Mais il ne se passe rien puisqu'on cherche les personnages tout du long. Mais il n'y a pas de toboggan. Non, il n'y a pas de toboggan, il y a une balançoire. Qui existe elle aussi. Merci. En tout cas, une ambiance très, très singulière, je trouve, dans cet album. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on va finir The Last But Not the Least avec Gaëtan de Rémus. Donc, Rosie, édition du Rouergue, donc même maison d'édition que Marine. Vous avez déjà des textes au Rouergue, Gaëtan ? Oui. Oui, pas mal même. Ouais. Pas mal beaucoup. Ouais. Alors, j'ai commencé à travailler avec Olivier Douzou, l'éditeur, il y a 20 ans. Ah oui, en effet. Peut-être dire que Rosie est très liée à vos 2 précédents albums. Voilà, j'ai pas le vrai livre, puisqu'il y a eu un bug des services postaux, mais j'ai ceux d'avant, donc on n'est pas obligé d'en parler, mais en tout cas, c'est des livres qui fonctionnent par rebond, c'est-à-dire qu'un livre a déclenché le suivant, et ainsi de suite. Et le personnage de Rosie, on le retrouve dans 4 pattes. La petite pastille, la petite gommette, c'est un des personnages secondaires du livre précédent. Alors, ce rebond, vous l'aviez imaginé dès le premier ? Pas du tout. Pas du tout, c'est venu comme ça. J'ai arrêté d'être stratégique, ça n'a jamais marché. Non. C'est vraiment les personnages qui me... Voilà, je réfléchis une histoire, je me dis, mais en fait, ça correspond à ce personnage que j'ai à peine esquissé dans ce livre, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de volonté de faire série, il n'y a pas de volonté de... Il se trouve qu'en fait, maintenant, je travaille ces livres, quand il y a un rebond d'un livre, je le fais au même format, mais c'est à peu près le seul lien qui peut exister, mis à part que ce sont des livres accessibles aux tout petits, chose que je faisais pas ou très peu avant. Voilà. Donc vous êtes rentré en maternelle, c'est ça ? Bah ça y est, il m'a fallu du temps. J'ai refusé à chaque fois. Non, mais voilà, c'est une autre manière de raconter, de dessiner. On raconte pas la même chose non plus. Pour moi, je les conçois vraiment comme des livres de découverte, d'apprentissage, de bienvenue. Jérémy parlait je sais pas si c'est un concours du Val-de-Marne. Voilà, le Rosie est le livre qui a été choisi pour cette année 2021.
Donc ce sont des livres qui sont vraiment destinés aux tout petits, aux primo-lecteurs. C'est les livres et qu'on ils ont des offre, enjeux c'est différents ça. que les albums pour les plus grands. C'est le conseil général qui offre l'album au bébé, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Après, moi, j'ai toujours fait ces choses-là un peu. Je fais pas des livres pour le conseil général, c'est-à-dire qu'il se trouve que j'avance sur un livre et je me dis pas, zut, il faut que je plaise au conseil à la culture, comment il s'appelle, il est de quelle partie, etc. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Je les conçois pour moi, pour des lecteurs que j'imagine, et encore, non, surtout pour moi, c'est très égoïste de faire un livre. Faut pas croire. Même quand c'est pour les enfants, c'est quand même pour nous. Si le livre nous plaît pas, c'est quand même dur d'aller au bout. Et donc voilà, c'est pour moi, le Rosie, c'est vraiment un livre d'apprentissage du monde. C'est je sais pas si je raconte le pitch, mais on peut dire 2 mots. Alors d'abord peut-être le monde que vous mettez en image. Moi j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que d'abord comment vous travaillez, et j'aime beaucoup la texture que vous donnez aux éléments. On a l'impression de pouvoir les toucher. On entre dans un monde assez magique et extrêmement présent, je trouve, visuellement. Ça, c'est la drogue. Hein. Ouais. Non. Oui, il y a un côté hallucinant. Non. Mais ces livres pour petits, voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, faut ils doivent mettre en scène aussi l'émerveillement qu'on peut avoir quand on découvre Quatre pattes. C'était l'émerveillement d'avancer dans le monde, l'émerveillement de découvrir les différentes textures du sol. Tout doux, c'était une aventure du chaud et du froid. C'est avant tout lié aux sensations primaires. Donc là, dans celui-là, effectivement, il y a les sensations colorées, le grand, le petit. Non, on a envie de toucher, hein. Ouais, je sais. Oui. Ouais. Les champignons. Et puis voilà, c'est un monde miniature, c'est un monde cosy, c'est un tout petit monde, c'est Rosie, c'est cosy. C'est un monde à une échelle appréhendable par le tout petit, qu'il a l'impression que lui-même peut surplomber quasiment. Et c'est vraiment l'histoire de cette petite araignée qui cherche un... C'est la petite boule là, à droite. C'est la petite gommette rose. C'est le petit repère et qui cherche son fil originel d'araignée. Et le lecteur, toujours on voit toujours des bouts de fil qui dépassent sur le côté droit des doubles pages. Presque toujours, pas là. Et donc, le lecteur, il a toujours un coup d'avance parce qu'on a l'impression qu'elle voit pas les couleurs. Et à chaque fois, le fil, il est pas rose, il est bleu, il est vert, et c'est jamais un fil, c'est un lacet, c'est un fil de cerf-volant. Donc c'est un livre d'observation aussi. C'est un livre d'observation. Oui. Aussi. Et c'est quasiment c'est vraiment c'est un déplacement latéral. On se déplace de gauche à droite, comme dans un livre. C'est le livre expliqué aux petits, c'est-à-dire on tourne une page, il y a une surprise parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On peut deviner parce qu'il y a des petits éléments. Et à la fin, à la toute fin, je ne sais pas si on a le droit de la dévoiler parce que sinon vous n'oserez plus l'acheter. Si vous connaissez la fin, c'est un peu comme si on vous dit que Luke Skywalker est le père de truc. Mais il y a un déplacement de haut en bas, puisque les parents ils surplombent, donc ils arrivent du haut, ils n'arrivent pas du côté ou du bas, du dessous. Donc on l'a vraiment pensé à hauteur. Je dis on parce qu'en fait, je travaille avec un éditeur, donc c'est du dialogue. C'est pour ça que je dis on, même si c'est mon nom qui est écrit sur la couverture, mais c'est on. On l'a pensé comme un livre à hauteur d'enfant, avant tout, même si faut que ça me plaise à moi d'abord, à l'éditeur après, et puis peut-être à d'autres ensuite, on ne sait pas. Que dire d'autre sur ce livre ? Je ne sais pas. Hein. Je ne l'ai pas sous les yeux, c'est assez bizarre de parler d'un livre que j'ai encore jamais vu. Mais moi je dirais que le fil, c'est un élément symbolique extrêmement fort, quoi. C'est ce qui nous rattache à la fois à l'origine et puis au futur. C'est ce qui rattache la petite araignée à sa maman, ce qui la rattache aux os. Enfin, c'est richissime, je trouve. Et faire parler les enfants lecteurs autour de cet album, je pense que c'est très puissant. C'est petit mais puissant. Hein. Petit mais costaud, ouais. Petit mais costaud. Non, mais il y a faut que j'arrête de dire des blagues parce que moi-même je me déconcentre après, j'arrive plus à parler. Mais moi j'ai envie de vous poser une question, Gaëtan. Ouais, c'est bien parce que là j'avais perdu le fil pour le coup. Est-ce qu'il y a dans Rosie un élément de rebond du 4e album? Du prochain, ouais. Du prochain. Mais l'éditeur ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas eu. On s'en fout, il n'est pas là. Oui, je voulais vous le. Mais je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas le livre. C'est dommage. Mais il y a des petits Tarzans, des sortes de petites bestioles qui ressemblent à des Tarzans, puisqu'à un moment il y a des lianes. Ouais. Et un des personnages sera peut-être le. Voilà. Peut-être, je sais pas. Je peux pas vous dire. En fait, c'est pas programmé. Donc, c'est une fois que je me pose, que j'ai des brouillons d'idées, je me dis alors est-ce que tiens, c'est marrant. En fait, ça vient de ce personnage-là. Maintenant, j'y fais attention. Mais en tout cas, c'était pas
une volonté dès le départ, puisque toutes les séries que j'ai essayées ont raté, donc j'ai arrêté de penser comme ça. Je reviens un petit peu sur le dialogue avec l'éditeur, parce que c'est intéressant ça aussi, je veux dire. Effectivement, vous avez une forte relation avec Olivier Douzou, j'imagine. Ça veut dire... Professionnel. Hein. Comment il intervient sur cet album-là? Comment est-ce qu'il est intervenu? Il y a un dialogue, il vous a fait enlever des choses, simplifier le fil, simplifier une image, comment ça... Olivier, il enlève, lui. Ouais. Pardon, moi, je mets beaucoup et lui, il enlève. Non, mais alors de moins en moins. Mais le livre pour petits, on va à l'os. Hein, c'est-à-dire qu'on garde l'essentiel du texte, l'essentiel de l'image. Après, c'est vrai que maintenant, on a fait plus de 10 livres. Enfin, je n'ai pas compté, mais on a fait pas mal de livres ensemble. Et on essaye de se méfier nous-mêmes des automatismes. Je devine à l'avance ce qu'il va me dire, et lui, il sait ce que je vais lui proposer et où vont être les problèmes. Donc, on essaye de surprendre à faire un truc mais il y a même rien à enlever. C'est incroyable. Mais non, après, moi, j'apprécie parce que là, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de brouillon, de beaucoup dégrossir. Je pars d'une matière plus que d'un projet très, très écrit comme ça ou très dessiné. Je ne sais pas toujours ce que racontent mes livres au début, je ne le sais même jamais. Et c'est au fur et à mesure de la recherche et du dialogue avec l'éditeur que je découvre. Donc, le livre pour petits, ça m'aide vachement à me cadrer, à me limiter aussi. À pas essayer on va rester dans la métaphore, de tirer tous les fils d'une histoire possible, mais à se contenter déjà d'essayer de bien faire l'idée originelle, si on en a une, si on la connaît. Et ça me fait redécouvrir en fait la manière d'envisager des albums, puisque avant j'ai beaucoup fait de livres, mais pour les plus grands, où il y avait aussi une dimension ironique, où on utilisait beaucoup par exemple de codes visuels, de références, chose qui est impossible dans les livres pour tout petit, puisque le tout petit il n'a pas de référents culturel et visuel encore très, très actif, on va dire. Donc ça oblige à être très, très primaire dans voilà, il faut faire un bonhomme, on fait un bonhomme, il faut faire et aussi être vraiment dans l'émotion pure. Faut qu'une image, à chaque image, je me dis, faut qu'à chaque image, le jeune lecteur se dise, ah chouette, il y a ça, il y a un petit truc à découvrir. Je me dis, tiens, qu'est-ce que le lecteur va... Faut pas qu'il y ait d'image de transition, c'est pas possible. Ouais. C'est des livres, c'est des formats très courts, c'est des haïkus. Il faut aller vraiment au plus simple. Ouais. Effectivement, elle passe par plusieurs émotions. C'est vraiment une sorte de catalogue. Hein. Non, mais il y a vraiment après, c'est une expérimentation, donc on se sépare, on se perd, on est dérouté, il y a de l'enthousiasme, de l'espoir. On est déçu. Et voilà, avant le verbe, le tout petit, avant les mots, il y a l'expérience, l'expérimentation, la sensation, et c'est ça que je mets en scène en tout cas. Ouais. Merci Gaëtan, merci beaucoup. Merci à tous les trois, vraiment.